Bon, allez, donc on est sur la dernière phase. Donc là, on va pouvoir, une fois qu'on aura câblé ça, en fait, le robot va tourner. Il va rouler, il va suivre la ligne. Donc, on va maintenant passer à la partie motorisation. Alors aujourd'hui, on va regarder à la fois le choix des moteurs et en même temps le schéma. On va commencer par le schéma, qui est le plus intéressant, parce que la partie choix des moteurs, c'est un petit peu plus mathématique. Donc on va commencer par le plus sympathique, hein, en premier. Donc, quelle est la problématique? Donc on a actuellement on a pris une gestion par des amplificateurs opérationnels qui ont simulé le fonctionnement du moteur avec deux LED. Donc normalement là, ça a fonctionné pour plusieurs d'entre vous, d'accord? Donc maintenant on sait que le fonctionnement est correct, mais évidemment il va falloir piloter non pas des DEL, mais des moteurs. Alors on peut, et c'est conseillé, supprimer les DEL et la résistance pour les remplacer par, au même endroit, les éléments qui vont permettre de piloter les moteurs. Et ça parce que je pense que ça prend un petit peu de place. Après, vous pouvez avoir les deux en même temps. Mais normalement, si on a testé avec les LED qui étaient là pour simuler, on a confiance. Si vous ne modifiez pas le schéma, il n'y a pas de raison que vous fassiez des erreurs, décabler des éléments. Donc on peut parfaitement supprimer les deux résistances et les deux DEL du schéma précédent pour les remplacer par ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a tout simplement la liaison entre la commande issue de l'AOP, l'amplificateur opérationnel, et les moteurs. Alors pourquoi on ne peut pas brancher directement des moteurs sur la sortie des amplificateurs opérationnels? Ça, c'est une première question. Est-ce qu'on pourrait le faire? Dans le cas de ces moteurs qui sont un petit peu gourmands, non, on ne peut pas avec cette catégorie d'amplificateurs opérationnels, car ils ne sont pas de puissance. Par contre, il faut savoir qu'il existe des amplificateurs opérationnels de puissance. Ils sont plus gros, ils ne sont pas pratiques. Donc nous, on ne va pas s'en servir. Et puis de manière pédagogiquement, ça ne sert à rien. Nous, on va apprendre le rôle de ce qu'on appelle l'interface entre la commande et les moteurs. Donc on va utiliser le composant principal. Alors le composant principal qui fait le lien, effectivement, c'est le transistor. La problématique, c'est comme je disais, c'est que l'AOP ne peut pas piloter les moteurs. Il n'a pas assez d'énergie, de courant, en sortie, pour directement alimenter un moteur, et quel que soit le moteur. D'autant plus que suivant le poids du mobile, il y aura une force supplémentaire à déplacer. Donc qui dit force dit couple, on en reviendra quand on fera le choix, quand on dimensionnera les moteurs. Qui dit couple dit courant, car il y a une relation directe, proportionnelle entre le couple et le courant. Donc s'il faut du courant, il faut non seulement du courant, mais il faut être capable de fournir un petit courant quand il n'y a pas beaucoup de force, et quand ça force, imaginons qu'on fait à notre robot, on lui fait grimper une pente, alors qu'au départ il était à plat, ben, le courant va monter puisque la pente augmente, il faut plus de force. Donc il faut quelque chose qui soit capable de s'adapter avec une large plage de courant, de capacité en courant. Le transistor est l'élément clé pour faire ça. Le transistor a cette capacité d'amplifier un petit signal pour l'augmenter. Et la définition basique d'un transistor, c'est un amplificateur de courant. C'est exactement ce qu'on veut. C'est un amplificateur de courant. Donc il y a un petit courant en entrée, je vais le multiplier par une grande valeur. Donc même si je demande un courant faible puis un courant important, divisé par le coefficient, ça veut dire que je vais avoir une petite variation en sortie de l'AOP. Ce dont j'espère il sera capable, mon AOP. À moins de choisir de dimensionner, c'est-à-dire de choisir le transistor. Car des transistors, il y en a des milliers. Des petits, des moyens, des très gros. Plus ils sont petits, plus leur coefficient d'amplification est grand. Mais en même temps, ils sont capables seulement d'amplifier des petits courants.
Par contre, les très très gros, comme par exemple ceux qui pilotent les moteurs du TGV, sont des très très gros transistors, c'est à peu près des trucs comme ça, c'est des monstres. Par contre, ils ont un petit courant, un petit coefficient d'amplification. Il fait environ 2 ou 3. Donc ça veut dire que si on doit piloter 1000 ampères, il faut déjà que la commande soit de 100 voire 200 ampères. Mais ça veut dire qu'on va mettre un transistor avant pour encore amener. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la commande, on va avoir des transistors qui seront plus petits, mais qui amplifieront plus. Alors, ça, c'est le pourquoi de ça, c'est au niveau de la fabrication. On ne sait pas faire, je ne vais pas rentrer dans les détails de fabrication des transistors, mais on ne sait pas fabriquer des très gros transistors avec des forts courants, parce que lorsqu'on fait quelque chose de gros, il y a beaucoup d'impuretés, et c'est les impuretés qui définissent la qualité du transistor. Plus il est petit, moins on va avoir d'impuretés. Donc on peut maîtriser parfaitement le fonctionnement, les caractéristiques. Bon, donc il va falloir qu'on trouve des transistors qui répondent à nos besoins. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait qu'il faut un transistor, mais on ne sait pas quoi choisir. Donc il va falloir qu'on connaisse, qu'on sache quelle est la capacité de l'AOP. Alors l'AOP, ça va entre 0, pour 0, ça ne sert à rien, et la valeur max d'un AOP. La valeur max d'un AOP, c'est 20 milli en sortie. 20 milliampères. Ça laisse quand même une plage assez intéressante. Ensuite, au niveau des amplificateurs, le coefficient standard de la plupart des transistors de base, c'est environ 100. Environ. Donc, si je prends, je prends la moitié de 20, ça fait 10 milli. 10 milli multiplié par 100, ça fait 1 ampère. Donc, je suis capable, dans ce cas-là, de piloter un moteur qui a besoin d'1 ampère. On va voir si nos moteurs ont besoin de ça. Pour le mettre en œuvre, le transistor, on a besoin, exactement comme dans le cas des DEL, d'une résistance en entrée. Alors là, je vais faire un petit schéma. J'espère que mon photographe va bien marcher là-bas. Mais on est dans la même situation qu'avec les DEL. Car en fait, est-ce que ça marche? Voyons, oui. Alors, j'ai donc la sortie de l'AOP, je vais le représenter par un générateur de tension. Avec la masse. Et j'ai ma résistance. Et là, je vais mettre mon transistor. D'abord, je vais le dessiner. Je vais dessiner la partie qui m'intéresse. Voici le circuit. Voici le circuit que je dois dimensionner. La première étape, c'est ça. Cette partie-là. Alors, dans cette partie-là, il faut que je sache comment fonctionne un transistor. Un transistor, c'est équivalent à 2 diodes comme ceci. Dans un transistor, il y a 2 diodes. Mais elles sont placées tellement proches que, au lieu d'avoir 2 diodes, on a l'effet transistor. Et je vais vous expliquer l'effet transistor. Donc, ce qui va m'intéresser, moi, c'est cette partie-là qui représente celle-là. Donc, je peux remplacer ici, je peux effacer ça. Donc, je remplace ça par ma diode ici. Alors, j'ai mis un trait au milieu, mais c'est parce que c'est des raisons de facilité. Je fais le trait. Voilà ce que voit la source, l'AOP. Il voit une résistance et il voit une diode. Donc, si je regarde que cette partie-là, je suis dans la même situation que quand je voulais allumer une DEL, éclairer une DEL, que ce soit la DEL infrarouge ou la DEL en sortie des AOP pour simuler les deux moteurs. C'est pareil, c'est le même schéma. Par contre, cette diode-là qui est dans le transistor n'est pas une DEL. C'est une diode, donc elle répond au même phénomène. Le jeu d'équations est le même. Le calcul de la résistance, c'est le même, mais les grandeurs vont être différentes. La diode d'une DEL
rouge a une valeur de 1,7, la verte c'est 2, la diode infrarouge c'était 1,1, et la diode d'un transistor c'est une autre valeur, c'est 0,6 volts. Quant au courant, là, il va dépendre du moteur. Le moteur a besoin d'un certain courant. Le coefficient d'amplification va m'aider à calculer, à faire le lien avec cette branche-là. Et donc, j'ai un courant actuellement qu'on va appeler I base, IB pour base, parce que ici, cette branche-là s'appelle la base. Celle-là s'appelle le collecteur. Ici, c'est l'émetteur. Quand on va regarder les caractéristiques du transistor, il va être repéré, le transistor, par ces 3 lettres et ces 3 noms. La base et la commande du transistor. Le collecteur et l'émetteur, ce sont des mots qui ont un sens pour le transistor. Émetteur veut dire émetteur d'électrons. Collecteur veut dire collecteur d'électrons. Et vous savez que le courant standard est à l'opposé des électrons. Donc moi, j'oublie le nom des lettres qui ont un vrai sens et je regarde juste le sens pratique. Donc je suis sur ce montage-là. Donc pour identifier ma résistance, j'applique la loi d'Ohm. Donc cette résistance-là, R, c'est la tension à ces bornes multipliée par le courant. Le courant, c'est le courant I base. Cette tension-là, ici, cette tension-là, c'est la tension entre ici, la source de tension, et ça, 0,6 volts. Donc ça fait, c'est la loi d'Émaille, qui a déjà été expliquée par Laurent aussi. Les équations, c'est la même, c'est exactement la même équation que précédemment. Donc ici, ça c'était 3,7. Hein, donc ça fait 3,7 moins 0,6 ici, divisé par IB. Je n'ai pas encore IB. Donc tant que je n'ai pas IB, quand j'aurai IB, je transférerai R. Pour l'instant, je suis coincé. Alors, lorsque le transistor ne reçoit pas de courant, il est dit bloqué. C'est comme s'il n'était pas. Il ne se passe rien. Quand je fais passer un courant issu de l'AOP, cette diode-là se met à conduire et l'effet transistor apparaît. Qu'est-ce que l'effet transistor? Eh bien, je vais rajouter le schéma complet, donc je vais rajouter la deuxième partie. Donc, j'ai ma source qui est la même, hein, c'est toujours c'est la pile qui est à 2 endroits. Là, elle est générée par l'AOP, là, elle est disponible. Donc là, je vais alors le moteur, je n'ai pas la place, je mets le moteur ici. Et là, je referme. Donc j'ai un nouveau circuit là. Je vais prendre la... En rouge, c'est quand même plus sympa. Les courants, en général, c'est en rouge. Donc là, j'ai un nouveau circuit. Mais, il y a une diode. Alors normalement, quand il y a une diode, le principe et le symbole de la diode est assez clair. La diode laisse passer le courant dans un sens. Donc là, la diode ici, le courant ne passe pas. Bon, ça tombe bien parce que quand je ne pilote pas mon transistor, je ne veux pas que le moteur tourne. Donc pas de courant ici. Il y a 2 diodes, dont une qui est dans ce sens-là, pas de courant. Le moteur est arrêté. Je fais passer un courant dans cette maille-là. À ce moment-là, puisque ces 2 diodes appartiennent au même transistor, j'ai l'effet transistor qui consiste en quoi? Eh bien, tout simplement, le courant passe à travers. La diode bloquée, elle reste bloquée. Elle reste bloquée, mais le courant passe à travers quand même. Et ouais, c'est l'effet transistor. Alors, quelle est la différence entre un transistor et un relais? Alors, un relais, c'est un peu un interrupteur, ça. un relais peut être... Alors, il y a plusieurs différences. D'abord, un relais consomme plus. Un relais mécanique, c'est plus fragile. Un relais a une durée de vie plus réduite. Du point de vue du contact, là, c'est bidirectionnel. Ça peut supporter, par contre, des courants alternatifs que ne peut pas le faire lui. Il y a plein d'avantages et d'inconvénients. C'est un peu le même Oui. principe, quand même. Alors, c'est pas
c'est pas tout à fait, c'est pas le même principe. Ça pourrait répondre parfois à cette demande. J'aurais pu remplacer ça par un relais, mais j'aurais eu des problèmes. Quel problème? Eh bien, un relais, c'est un interrupteur. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, mais si je m'amuse à le faire sans arrêter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais oxyder, je vais, au bout d'un moment, détruire mon relais. C'est ce qui se passe dans les interrupteurs. Au bout de 5000 manipulations, l'interrupteur, il s'oxyde, il se crée des étincelles, il se noircit. Et dans les relais, il se passe la même chose. Surtout si les courants sont élevés. Ça, c'est comme un relais, mais électronique. La différence, c'est qu'il n'y a pas de commutation, il n'y a pas d'usure. Et de plus, il peut commuter très vite, alors qu'un relais n'en est pas capable. Si on fait à grande vitesse un relais, il va casser. Ce n'est pas fait pour. Lui, il a une fréquence qui est au-delà du mégahertz. 1 million de fois par seconde, il peut commuter. Il est parfait pour ça. Il est parfait. C'est ce qu'il faut utiliser dans ce cas-là. Puisque moi, je vais pas arrêter. Quand je vais être en suivi ligne, je ne vais pas arrêter, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Donc lui, il va parfaitement supporter. Donc c'est le composant qu'il faut utiliser à la place du relais. Et puis en plus, c'est tout petit. Hein? Le transistor a été une vraie révolution par rapport au relais. Avant, on avait des relais, dans tous les systèmes, il y avait les tubes, puis il y a eu des relais aussi qui allaient avec. Mais c'était super fragile. Hein. Puis ça consomme beaucoup un relais, énormément. Là, le relais permet peut-être de fournir plus de puissance. ça dépend. Ça dépend. Ben, par exemple, pour les moteurs du TGV, tu ne vas pas mettre des relais. Ça n'existe pas des relais 1000 A. Transistor 1000 A, ça existe. Ça dépend. Dans certaines situations, le relais est bien. Par exemple, pour commuter, qu'est-ce qu'on aime bien commuter? Le cumulus, le chauffe-eau, ces temps-ci, il faut faire des économies. Heure creuse, heure pleine, la nuit, c'est un relais qui commute. Et il est capable de piloter un courant assez élevé, 10 ampères pour un 2000 watts. Mais est-ce qu'un transistor ferait pareil? Oui, et très très bien. Mais c'est plus cher. Et on a moins confiance, alors qu'on devrait. Hein. Moi, je suis en train de remplacer la commutation de mon cumulus, de mon chauffe-eau, par actuellement l'équivalent d'un transistor, une version évoluée du transistor. Bon, peu importe. Voilà. L'effet transistor, c'est ça. Alors Laurent, il avait peut-être expliqué un petit peu. Non, il a fait le point H et c'est tout. Il n'a pas parlé de ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ça. Alors maintenant, ça c'est la théorie. Et puis il faut regarder le côté pratique. Le côté pratique, c'est, pour moi, au final, le transistor, je vais le voir comme quoi? Je vais le voir tout simplement comme un interrupteur. Donc, j'ai tout simplement un... Alors là, je vais tout changer. Même si, bien sûr, ce que j'ai dit là reste vrai. Et il faudra trouver la valeur de la résistance pour que ça fonctionne. Mais je peux tout changer et remplacer ça par un interrupteur, comme ça, qui est commandé. Au final, voilà, pour simplifier, le fonctionnement d'un transistor. Et là, je retrouve le principe du relais. Sauf que c'est un transistor. Mais il joue ce rôle-là. Je pense que c'est plus facile à comprendre. Donc là, je vais fermer et ouvrir l'interrupteur électronique. Pas un interrupteur classique, un interrupteur un transistor. Donc le transistor est, dans ce cas-là, équivalent à un interrupteur, mais électronique. Mais c'est un interrupteur, il joue ce rôle-là. Il faut bien le commander. Alors dans le schéma, on a cette partie-là, mais il y a aussi un autre composant. Vous l'avez vu? Sur le schéma. Il y a un autre composant. Il y a une diode. Il y a une diode qui est placée comme ceci. Alors, quand le courant, quand l'interrupteur est fermé, le courant, il passe là, il passe là, il passe là, il passe là,
Là, il ne peut pas passer parce que la diode est bloquée. Donc cette diode ne sert à rien. Quand le courant traverse le moteur, la diode ne sert à rien. Et pourquoi il y en a une? Et heureusement qu'il y en a une. Et heureusement qu'il y en a une parce que sinon, on va avoir des problèmes. Alors, le problème, il est... Quelqu'un a une idée? Non. Non. C'est pas totalement faux, mais c'est pas quand on fait bouger le moteur, c'est même quand on laisse bouger tout seul. Alors, si le problème, il n'est pas quand le courant passe, c'est que le problème, il doit être quand le courant ne passe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre l'interrupteur? L'interrupteur est ouvert, là. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Le robot, il roule. Et puis, moi, j'ouvre les interrupteurs. Que fait le robot? Est-ce qu'il s'arrête? Il a une inertie. Donc, il continue. Il devient générateur. Il devient générateur. Et s'il devient générateur, c'est qu'il fournit une tension. Un générateur fournit une tension. Et cette tension, elle vaut combien? Donc là, il se passe quelque chose. Le courant était dans ce sens-là. Le courant ne peut pas s'inverser parce que le moteur est une bobine, une inductrance. On ne peut pas inverser le sens du courant ou l'arrêter dans une bobine. La bobine, elle n'aime pas ça. Si vous lui faites ça, elle va exploser. Elle n'aime pas du tout ça, la bobine. Donc, il va se passer une chose là, c'est qu'on va avoir, le courant va rester en ce sens-là, le moteur devient générateur. Si le moteur devient générateur, la tension aux bornes d'un moteur qui est générateur, comme une source, la tension est dans ce sens-là. Le moteur n'est plus récepteur, il est générateur, donc la tension change de sens. Elle était tout à l'heure comme ça, appliquée, ça change de sens. Et ici, au bord du transistor que moi j'ai ouvert, je reçois ici 3,7 plus cette tension-là. Quelle est cette valeur? Cette valeur, elle monte à plus de 100 volts. Le transistor, s'il n'est pas dimensionné pour, bam, il meurt. Et ça arrive souvent. C'est souvent comme ça que les montages lâchent. Parce que le transistor a été mal dimensionné ou parce qu'on a simplifié à certains moments. Enfin, il y a plein de raisons qui font que, en général, les alimentations et découpages lâchent. Et c'est lui qui lâche en général, dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que je propose avec la diode? Bien, en fait, lorsque j'ai cette tension-là qui apparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le courant, au lieu de chercher à rétablir le courant dans le transistor en le forçant et en le détruisant, puisque c'est ce qui se passe, je lui propose un chemin. Tiens, viens faire un tour par là. Et tout simplement, je crée un chemin pour le courant. La tension diminue, diminue, diminue jusqu'à 0. L'énergie qui était dans le moteur diminue et disparaît. Et je n'ai pas détruit mon transistor. Et ça fait un petit frein. Et ça fait un petit frein. Oui, tout à fait. Je peux faire ça. Je peux lui faire ça. Et je fais un frein et ça ne tue pas le moteur. Ça ne tue pas. C'est comme ça qu'on fait dans les camions, dans les descentes, pour forcer. En plus du frein moteur, ils ont des freins électriques. Ils ont des moteurs électriques qu'on court-circuite par des transistors. Les transistors qui court-circuitent ça. Et ça freine. Et là, typiquement, alors nous n'avons pas des moteurs qui sont très puissants, mais on pourrait faire l'essai avec la diode ou simplement, là, juste un truc. Vous prenez un moteur et vous le tournez à la main. Il faut y aller doucement parce que sinon, ça peut casser les engrenages. Il vaut mieux le faire à un moteur qui n'a pas d'engrenage. Vous le faites tourner avec l'axe avec la main, comme ça, et vous sentez la force qu'il y a. Maintenant, vous faites un court-circuit. Vous court-circuitez les deux bords du moteur et vous essayez de faire tourner. Vous allez voir que c'est plus dur de faire tourner.
parce que vous court-circuitez, donc vous créez un couple qui est court-circuité, vous faites un freinage. Donc, alors pour nous, on s'en fout du freinage. On est surtout pour éviter de détruire le transistor. Cette diode-là porte un nom, s'appelle la diode de roue libre. Quand vous n'entraînez pas, il est en roue libre, comme le vélo. Roue libre. On appelle ça la diode de roue libre. Ça va? Quelle est la différence technologiquement entre une diode et une diode de roue libre? C'est vraiment une diode ou c'est un cousin d'une diode? Non, c'est une diode. C'est une diode standard. C'est une diode, il faut juste qu'elle supporte le courant que le moteur... L'énergie, c'est qui n'est pas dissipée? la diode. La diode va s'échauffer pour dissiper. C'est pas les frottements mécaniques du moteur qui vont faire que l'énergie va s'échauffer. Ah ben il y a aussi il y a tout le reste, oui, il y a tout le reste. Mais déjà, du point de vue électrique, c'est la diode qui prend tout. Mais ça va très vite, hein. C'est très très rapide. Hein. Donc si on la dimensionne bien, il n'y aura pas de souci. Hein. Elle est dimensionnée en fonction des besoins. Pas. Pour s'amuser, on peut mettre une DEL. Oui. Et voir si c'est. Elle va s'allumer. Bien sûr, bien sûr. Elle va s'allumer. Sans problème. Si on met une DEL, elle va s'allumer, sauf qu'il n'y a aucune résistance pour limiter le courant, donc elle va griller dessus. Alors, ça va dépendre, étant donné que c'est... Alors, en fait, comme l'énergie va être faible, si c'est le robot tout seul, ça va. Si par contre, vous amusez à faire tourner vite, oui, vous allez dépasser la tension, vous allez cramer la DEL. Donc, tout dépend de la quantité, du temps, de la force, Si on craint, on met une résistance. Mais la diode, par contre, là, elle ne va pas cramer, hein, celle-là. Si on met une résistance, En plus de la... Pourquoi? Par rapport à la DEL, pour une DEL? Je ne vois pas l'intérêt de mettre une DEL. Hein. non, mais parce que Mettre une résistance. la diode va encaisser une certaine intensité. Oui. Puisque la chute de tension de la diode, ça va être 0,7 volts, quelque chose comme ça. C'est même un peu plus bas parce qu'on prend une diode très efficace. On descend à 0,3, 0,4. La tension du moteur, on va dire qu'elle peut monter jusqu'à 50 volts. Et là, on la bloque à cette valeur-là. On l'empêche de monter puisqu'on lui met 0,4, 0,5. Elle ne monte pas. Ah non, elle ne peut pas monter. Non, il y a la diode qui conduit tout de suite. Tout de suite. Immédiatement. Ça ne monte pas, sinon ça cramerait le transistor. Et ça cramerait, si ça montait. Ça pourrait... Ben, oui, mais la diode... Oui, la diode ne supporterait pas, elle aurait lâché, mais effectivement. Mais là elle bloque complètement. Elle fait un court-circuit complet. Mais c'est ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. C'est parce que vous avez parlé à un moment donné que la tension montait très haut. Sans la diode, la tension monte à plus de 100 volts. Avec la diode, elle ne montera pas. Elle ne monte pas. Elle reste. À 0,6, 0,4, 0,5, la tension de la diode. Tout à fait. Ça bloque. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'elle lâche. Quand elle lâche, elle disparaît et on retrouve... mais elle est dimensionnée pour ne pas être détruite. Mais comment on la dimensionne? Avec le courant. Il faut savoir quel est le courant qui est nécessaire dans le moteur. Alors maintenant, en fait, on en arrive à la question. Tout ça, on a vu. Si vous n'avez pas plus de questions, on va passer au dimensionnement. Ouais. C'est compliqué d'imaginer un robot éco-responsable qui, sur ces moments de frein, recharge la queue à 3,7. Oui. Ça n'a pas de sens pour ce qu'on fait, mais Non, mais bien évidemment, si, on le fait. Un robot éco-responsable, peu importe, mais effectivement, quand on va faire un... Alors, il faut qu'il y ait un robot qui ait de l'inertie, mais ça existe. Un robot qui va porter une grosse charge. Des robots Amazon, là, les robots chez Amazon qui transportent les colis, les palettes, là. Ces robots-là, évidemment,
quand ils doivent s'arrêter, eh ben, vu le poids qu'ils ont dessus, ça prend du temps. Donc il y a plusieurs techniques. Alors on fait des techniques de freinage. Et on fait des techniques de freinage peut-être avec récupération d'énergie. Tout à fait. Alors, pour cela, il faut ce que vous a appris la semaine dernière, Laurent, le pont en H. Il y en a qui étaient la semaine dernière? Donc il a expliqué, paraît-il, le fonctionnement du pont en H. Le pont en H est ce qu'on appelle aussi un pont 4 cadrans, ou une technique 4 cadrans. 4 cadrans veut dire qu'on peut faire pour un moteur motrice, générateur, roue libre et frein. Et suivant le cas, on est avec ou sans récupération d'énergie. D'accord? Là, typiquement, là, je ne peux pas faire de la récupération d'énergie, ici. Parce que le moteur est dans ce sens-là, le courant, alors que normalement, pour recharger ma batterie, il faudrait que je sois comme ça. Donc, il faut une technique avec d'autres éléments, des transistors, une structure qui coupe d'un côté, qui positionne le moteur pour se brancher sur la batterie au moment où le moteur n'est plus moteur, qu'il est générateur, la roue libre. C'est possible. Et ça se fait. Alors, par contre, il ne faut pas croire que c'est systématiquement très efficace. Il vaut mieux mettre une cellule solaire, récupérer l'énergie, et après dire au petit robot, bon, t'es vide, tu vas t'installer, et tu prends le soleil, enfin, il y a le chargeur, et tu viens te charger. Il vaut mieux faire ça, plutôt que de récupérer l'énergie sur... Alors, par contre, quand on est sur un camion, ça a du sens, parce que, bon, il y a la descente, il y a du poids, voilà, il y a des conditions qui peuvent être performantes et intéressantes dans ce cas-là. Mais oui, l'évolution, effectivement, de ça, l'évolution ultime, la plus efficace, c'est la récupération de cette énergie perdue. Tout à fait. Pourquoi la diode, on la relie pas à la terre pour décharger, enfin pour décharger. Le moteur, Il n'y a pas besoin. quand on arrête, Alors, dans notre cas, nous, attends, décharger dans quel sens? Décharger l'électricité statique? là en fait le moteur, il émet, quand on l'arrête, il reçoit plus, il continue à tourner. Oui. Il émet encore des... Oui. On met une diode pour décharger. Ben, lié. C'est ça? Non mais la diode, on la relie au circuit d'entrée. C'est le cas. Si tu la mets autrement, tu vas court-circuiter le transistor et ton moteur tournera en permanence. Ah d'accord. Parce que tu feras une boucle. Tu ne peux pas faire autrement, là. Pourquoi tu le relis au circuit d'entrée du moteur? Et pour que Je vois pas ce que... quand il génère du courant, le courant fasse une boucle. Tu coupes l'arrivée Tu veux qu'on coupe partout? on coupe partout, il continue à tourner. Ouais. L'inertie, Ah, alors si tu coupes... Si tu... l'électricité là. Bon, oui. Il renvoie dans la diode, on met une diode. Mais pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Pourquoi on réinjecte On ne réinjecte pas, on court-circuite. le court-circuit, on arrête le moule. On arrête le moteur. Non, la On- diode, elle sert à quoi? à arrêter le moteur et à annuler l'énergie qu'il a emmagasinée dans la phase motrice. Et cette énergie, elle va où? Elle, Elle va où? elle est en courant, elle est perdue. Elle est en chaleur dans la diode. Et pourquoi tu le relis au circuit d'entrée du moteur? La diode, pourquoi tu la relis au... Au moment où je coupe, le circuit c'est comme ça. Au moment où je coupe, je me retrouve avec ça. Voilà. Tu as ça. Bon. Tu as ça c'est relié. Tout le reste c'est coupé. Ce qui veut dire, je pense, c'est pourquoi est-ce que tu ne la relis pas à la masse directement? Oui, pour décharger. C'est parce qu'après, Comme ça. il faudrait que ça nous arrête. C'est comme ça? Là ça, le courant il circule, il continue à circuler là. Tu as fermé le circuit, donc tu l'alimentes. Et si tu branches juste une diode sans le relier à nulle part, voilà, il faut qu'il y ait un circuit. On veut quoi? On veut décharger l'électricité que le moteur conduit.
Oui, mais lui tout seul, pas, on ne veut pas vider la pile. On veut juste évacuer l'énergie qu'il y a dans le moteur. Ici, pourquoi je l'ai relié là? Eh bien justement, en faisant ça, étant donné que le moteur, ici, donc là il n'y a pas de courant là, mais comme le moteur, il continue à tourner, il devient lui un générateur, et donc il produit un courant, le courant il est là, et il faut qu'il aille quelque part, sinon il va cramer le transistor. Donc je lui propose de passer par là. Je lui dis, tiens, je te propose un chemin. Il tourne en rond jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien. Ok, c'est ça. La diode, elle sert simplement à protéger l'autre Le transistor qui est ici. transistor. En évacuant l'énergie du moteur, j'évite que le moteur force le passage dans le transistor. Parce que sinon, il veut passer le courant. Le courant dans le moteur, il veut aller quelque part. Et il y a un transistor qui n'est pas loin. Paf, il rentre dedans. Il le détruit. Pourquoi ne pas décharger directement Tu peux pas. Tu n'as aucun des éléments qui est à la Terre. Là. Alors, on ne dit pas la Terre, dans ce cas-là, on dit juste le 0 volt ou la référence. On n'est pas relié à la Terre. Ce n'est pas d'énergie électrique, c'est pas une électricité statique. C'est un vrai courant qui peut être assez élevé. Hein. En fait, au départ, il a la valeur qu'il avait au moment où on coupe. Donc ça peut être une valeur élevée. Pour le TGV, c'est 1000 ampères. Et le transistor, il n'aime pas ça. Et le moteur TGV, vous ne l'arrêtez pas le TGV comme ça. Hein. On n'arrête pas le TGV. Hein. Quand il est parti, donc là, sur le TGV, on fait de la récupération. Hein. Ah oui, là, on n'arrête pas. Là, c'est efficace. Là. C'est réinjecté directement dans la... Oui, je pense, effectivement, parce que il n'y a pas d'accus qui sont assez gros à ce niveau-là. Donc on réinjecte, ouais. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est réinjecter sur le réseau, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Là, tous les onduleurs avec les... On sait faire ça maintenant, hein. C'est pas choquant. Bon, voilà pour cette partie-là. Maintenant, il faut passer à trouver les valeurs des courants. Et donc ça va se faire par rapport au moteur. Donc on va faire du dimensionnement. On va trouver pourquoi le moteur qu'on a choisi convient pour cet exercice. OK? Alors, merci. Donc, alors on va le faire par rapport à... Tiens, vous l'avez ici, là, regardez. Vous avez ici le calcul, sauf que on ne sait pas encore que c'est ça. On ne sait pas encore que c'est ce courant-là. Donc là, il y a 2 mA. On va voir pourquoi c'est à peu près 2 mA. Hein. Alors, pour cela, comment je vais faire? Je vais essayer de le faire à la volée. Je prends des risques. Non, parce que sinon, j'ai un truc tout prêt. Le problème, c'est que les valeurs ne sont pas bonnes. Donc, on peut le faire aussi, mais il vaut mieux que j'avance petit à petit, que je vous mette toutes les équations d'un coup. Et après, on prendra les équations, on les corrigera. Alors, donc la question, c'est est-ce que les moteurs conviennent? Quel va être le courant consommé par les moteurs? Et comment j'en viens à calculer mon courant de base après? Donc, les moteurs qui sont choisis, c'est des Pololu. Vous pouvez me donner les caractéristiques? Alors, le nom m'importe peu, mais ce qui m'intéresse, c'est les caractéristiques qui sont données. Donc, peut-être je les ai mises. Est-ce qu'on les a en tout début de ça? 160 mA. Alors, voilà. Donc, il me faut... Alors, 160 mA, c'était sous 6 volts. On a 160 mA, mais ça correspond à un truc bien particulier. Ça, c'est à couple max. Donc, donne-moi le couple. Pour un couple de... Il est donné en kilos, en quoi? En ohms. Il faut faire la conversion.
Mais je pense que je l'ai. Attendez, non, mais je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai tout. Je pense que c'est celui que j'ai utilisé. Non, mais en fait, je dis une bêtise parce que c'est celui que j'ai utilisé, puisque j'utilise le même que. Donc là, voilà. Ah non, mais c'est pas ça, pardon. Hop, attends pour moi. Voilà. T'es sûr que c'est 160 mAh? Hein? Bon, alors on va partir. D'accord. Alors je vais prendre. Non, non, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Je vais prendre tout ça. Je vais le coller dans. Merde, hop. Et on va le regarder ensemble. Et là, c'était... J'ai pas eu le temps de le faire. J'étais un petit peu... Voilà. Bon, on se met là, on verra plus tard. Dimensionnement de notre moteur, c'est ici. Et là, je vais le mettre là. Et il n'a pas fait la copie. Il roupille. Qu'est-ce qu'il fait? Il roupille là? Quelqu'un qui était un pilote en même temps que moi ou? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus la main. J'ai plus la main. J'ai plus la main. La souris fonctionne, mais c'est tout. Ah, ça y est. Alors, est-ce qu'il a collé? Ah oui, il a collé. Ouais, il y avait un gros paquet avec des images, il a mis un peu de temps. Ah oui, on bascule sur Internet. Tellement l'habitude. Ça y est, là? Voilà, ça y est, je pense que j'ai la main là. Ça y est? Ok, alors. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, est-ce que je peux le mettre dans un petit tableau? Ici. Non, il n'a pas voulu. On revient en arrière. Ok. Donc, sous 6 volts, tu peux me donner les caractéristiques sous 6 volts? 160 mA. Quel est le couple? Tu as la vitesse à vide, tout ça, tu l'as ça? Vitesse, oui. Vitesse maximum, vitesse 300 tours minute. À combien? La conso? Et la conso, 160 mA. Ah non, pas vide. Non, mais pas vide. J'ai pas ta. Fais voir. MT3. Fais voir. J'ai la MT3. J'ai la fiche technique, mais la fiche technique, il ne dit pas plus. Il donne rien de plus, quoi. 300 tours minute, 160. Ça, c'est max. Ouais. Il donne rien de plus. Il donne rien de plus. Non, mais ça doit. Ouais. Je pense que c'est ce que j'ai moi là. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, c'est ce composant-là, c'est ce moteur que j'ai utilisé, donc c'est celui-là. Donc il y avait juste une erreur sur le 360 au lieu de 160. 1,6 kg par centimètre. Ah, tu l'as trouvé? Ouais, chez nous. Alors 1,6 kg par centimètre, est-ce qu'il faut que tu prennes un outil de conversion en ligne pour savoir combien on est en millinewton-mètre? Tu dis 1,5, c'est ça? Ah ben non, mais c'est ça. C'est ça, puisqu'on est en millinewton alors qu'en kilos. Donc ça fait ça. Donc ça fait environ, moi je l'avais trouvé, alors on peut l'arrondir puisque ça, on a dit, allez, on met 160. 1,6 kg, c'est marqué ça. Ok.
voilà notre moteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 6 volts, ça veut dire que la tension maximale qu'il faut lui appliquer, c'est 6 volts. Il ne faut pas aller au-delà, sinon on le détruit. Ensuite, la vitesse 300 tours minute, là, c'est la vitesse maximale. Cette vitesse maximale, elle est disponible quand on lève le robot, quand il est en l'air. On dit à vide. D'accord? Et le courant et le couple, ça correspond au couple max et le courant associé à ce couple max. C'est le courant maximal, mais ça donne en même temps le courant maximal, le couple maximal. En newton par mètre, ça fait 0,15. Mais c'est ce qui est écrit là. Alors 0,15, allez. 1,6 kg par centimètre, Alors. ça fait 0,15 newton Ok. par mètre. Et bien voilà, ça fait 150 milli. Donc ça y est, on a trouvé le bon chiffre. Yes. Ça y est? Ok. Non, mais ça ne fait rien. De toute manière, vous n'en faites pas. On est au-dessus des besoins, vous allez voir. Donc, voici le couple maximal qui est capable de fournir ce moteur. Et quand il fournira ce couple, cette force, il consommera 160 milli. Ça va? Bon. Alors maintenant, comment je vérifie que ce moteur convient bien? Alors, mon mobile, il correspond à un poids. Je l'estimais entre 150 et 200 grammes. Si vous avez une balance, on peut le revérifier. Je l'avais fait à l'époque. Bon, voilà. C'est pas beaucoup plus. Allez, on va prendre 200 grammes. Donc, 200 grammes. Quelle est la force exercée par 200 grammes sur le sol? Je multiplie par la gravité. Donc, la force qu'exerce ce mobile sur le sol, c'est 2 newtons. Ça va? Donc, pour déplacer 2 newtons, il me faut une force supérieure. Rien d'extraordinaire jusque-là. Est-ce que mes moteurs sont capables de faire ça? Alors, le moteur, l'axe du moteur, quand on donne le couple, c'est au niveau de l'axe du moteur. Mais le moteur et la roue, c'est deux choses différentes. La roue, elle est là. Et donc, entre l'axe du moteur où j'exerce mon couple, qui est indiqué, et le point d'appui avec le sol, il y a le rayon, ici, qui correspond à mon bras de levier. Donc, effectivement, il faut que j'exerce ce couple et associé au bras de levier, au rayon. Donc, la force exercée par... Alors, j'ai 2 moteurs, je dois déplacer 2 newtons, donc chacun des moteurs aura qu'un seul newton. On va lui demander un seul newton à forcer. Donc, 1 newton multiplié par le rayon de ces roues, c'est environ... ça doit faire 4 cm et quelques, je crois. Donc, le rayon, c'est 22 mm. Vous pouvez le revérifier. Donc, au final, ça me fait un couple nécessaire pour déplacer le mobile par moteur de 22 millinewtons. Oui? Ça serait vrai s'il était en vertical. Ça serait pour monter. Alors, ben oui, ça c'est dans le pire des cas. Il faudrait, alors c'est vrai, normalement, ce calcul se fait avec un petit angle. Pas besoin d'aller à la verticale, mais avec un petit angle. Ça suffit. Bon, là, on ne va pas avoir un petit angle, mais on suppose qu'effectivement, le fait qu'il se déplace veut dire qu'il faut être au-dessus de cette force-là. Donc ça suffit pour... on calcule juste le poids à déplacer. Mais effectivement, là, l'idée, c'est j'exerce comme ça, mais non, parce que je fais une rotation comme ça. Donc au final, je le déplace dans ce sens-là. Mais si j'avais une adhérence parfaite, je pourrais le déplacer comme ça aussi. C'est vrai qu'il serait capable de monter à la verticale. Oui. Avec le calcul qu'on fait, il serait capable de monter. Oui, si l'adhérence du moteur était bonne. Il va créer plus aux arbres. Si la- Par exemple, une boulie, si on attachait une petite ficelle au Ben, c'est ça, oui. De toute manière, on prend un poids. L'exercice, le test du moteur ne se fait pas comme ça, il se fait avec un poids. Donc je prends mon moteur, je prends une ficelle que je mets autour de la roue, et je mets 200 grammes, enfin là ce serait pour un seul moteur 100 grammes, et donc il va le lever, et il peut lever plus, puisqu'on voit qu'il est capable de lever plus que ça. Déjà, même pour ça, il serait sur
Ah mais oui, au final, on constate que je suis surdimensionné. Donc ça veut dire qu'il va aller vite. Là, il peut aller jusqu'à... combien on a? Jusqu'à 150 millitonnes. Donc ça veut dire que là, il va démarrer, mais il va aller vite. C'est ça qu'il faut voir. Alors, mais après, on va se poser la question, justement, c'est la suite, c'est quelle vitesse il va avoir. On va estimer la vitesse. Ça veut dire qu'à 22, On a besoin, par moteur, pour démarrer, plus de 22. on a besoin de 22 milliNewtons. Et 22, c'est l'équilibre. Oui, C'est pour il faut fournir, non, c'est pour démarrer. C'est le couple nécessaire pour équilibrer. Mais si nous, on est capable de fournir plus, il monte ou il avance. Le minimum, là, c'est l'équilibre. Et si on est capable de fournir, ben alors si c'était une poulie, elle descendrait. Mais là, c'est pas une poulie, on est à l'horizontale. Eh ben là, il ne bougera pas. Non, mais là, c'est comme nous. On ne bouge pas et on ne s'enfonce pas. On ne fait pas d'effort pourtant. Si, Ce qui est nécessaire pour avancer, normalement, c'est lié à l'accélération. oui. Alors là, on ne calcule pas l'accélération. On ne va pas le faire. Si on voulait calculer le couple nécessaire pour le faire décoller, Oui. ça va passer de 0. Il faudrait rajouter l'accélération. Et là, ça serait beaucoup plus compliqué. Voilà, mais on trouverait des valeurs plus faibles que celle-là. Oui, Celle-là, oui. Pas, Donc là, on a juste besoin, ça nous permet juste de savoir est-ce que notre moteur permet de répondre à ce besoin-là. La réponse est oui. Donc la réponse est oui, je peux. Alors à partir de là, on va essayer estimer encore une fois, parce que on ne sait pas encore, on n'a pas cette histoire d'accélération, d'estimer la vitesse du mobile. Donc pour cela, je vais devoir calculer donc, le courant consommé pour le couple en se basant là-dessus. Donc bien évidemment, je vais un petit peu sous-estimer, puisqu'en réalité, il ne va pas juste équilibrer, on a compris qu'il va avancer. Un moteur, s'il est bloqué, il consomme plus que s'il est en rotation, non? Tout à fait, la preuve, là, ça c'est bloqué, ça. Ça, c'est bloqué. Ça, c'est le courant maximal quand le couple est à moteur bloqué. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, je bloque l'axe. Là, il consomme à fond. Et là, le courant monte. Ben, faut pas le faire, ça. Hein. Ça détruit le moteur. Hein. Oui, mais voilà, on est d'accord. Par contre, ça me donne le courant max. Et je vais me servir de cette information-là, parce qu'en fait, il y a une proportionnalité, donc une équation, entre le couple et le courant. C'est C égale KI. Et K, c'est une constante, et c'est la constante de couple. Elle se calcule quand? Eh bien justement, elle se calcule ici. Donc je vais diviser ici je vais diviser, pour trouver mon K, je vais diviser 150 par 160. OK. Je vais trouver mon K. Ensuite, je vais diviser mon couple par K. Et j'en déduirai le courant consommé. Vous ne faites pas ça parce que ça, c'est un autre calcul. Donc là, il faut le refaire. Donc, on trouvait combien? Le K est ici. On a dit 150 divisé par 160. Ça nous donne combien, ça? 150 divisé par 160, Ou 15 divisé par 16? ça fait 0,9375. 93? Bon, on va dire 94 alors. Allez. Donc ici, ça fait 94. OK. Donc ici, combien ça fait 0,022 divisé par 0,94. Ou 22 divisé par 940, peu importe. 0,0, donc ça fait 23, c'est ça? 23 milli, c'est ça? 0,023, donc 23 milliampères. OK. Donc voici la consommation de mon moteur pour juste équilibrer. Donc je vais certainement consommer plus. Mais ça me donne une base de départ. Sinon, c'est trop compliqué de calculer l'accélération. Il faudrait en fait décider dès le départ quelle est la vitesse. Là, c'est intéressant, mais on va juste faire ça. On dit oui, ça correspond et on estime.
la valeur exacte de la vitesse sera environ le double de ce qu'on va trouver en pratique. C'est à peu près le double. Mais ça nous donne une idée quand même. C'est-à-dire qu'on est. Le fait d'être au double, ce n'est pas vraiment une grosse différence. OK. Alors maintenant, la vitesse, comment ça se calcule? La tension. Alors, est-ce qu'on l'a vu le. Non, ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu. Alors, comment fonctionne un moteur? Maintenant, il faut s'intéresser au schéma électrique d'un moteur. Un moteur, c'est équivalent à... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moteur? Un moteur, c'est du fil bobiné. C'est du fil qui est bobiné sur... C'est quelque chose qui tourne, mais à la base, c'est du fil qui est bobiné. Donc, c'est du fil, c'est-à-dire une résistance, une bobine. Voilà ce que c'est. Par contre, si je fais passer un courant et que ça se met à tourner, j'observe dans ce cas-là, pour un courant continu, disparition de la bobine qui est remplacée par une source de tension proportionnelle à la vitesse de rotation, par une équation qui est, alors cette tension-là, on l'appelle E ou E' parfois, force contre-électromotrice, et elle est égale à K, la même constante que tout à l'heure, multipliée par la vitesse de rotation en radians par seconde. E, ici, c'est ça. Et moi, j'applique là-dessus une saut-tension de 3,7 volts. Il y a d'abord une perte dans la résistance. Et donc, la tension qui est appliquée au moteur, qui va me permettre de trouver la vitesse, c'est 3,7 moins la chute de tension dans la résistance. Donc, il faut que je connaisse le courant, je le connais, je l'ai estimé, je sais qu'il est plus grand, mais ça me permet de démarrer. Par contre, je ne connais pas la résistance. Donc la résistance, il faut que soit je la cherche, elle m'est donnée. Pour un moteur comme ça, il ne nous la donne pas. Donc il faut la mesurer. Alors on la mesure comment? On la mesure lorsque le moteur est arrêté et qu'il n'y a pas l'inductance. Donc je prends mon moteur, je le bloque et je mesure ici. Alors soit je le fais, j'applique une petite tension. Dans le cas qui nous intéresse, nous on prend juste un ohmmètre. Et normalement les ohmmètres, les multimètres en mode ohmmètre pour mesurer la résistance, n'appliquent pas trop de tension et donc le moteur ne tourne pas. Mais ça peut arriver pour des petits moteurs que ça fasse tourner le moteur. Dans ce cas-là, il faut le bloquer. Et je trouve une résistance de 16 ohms. 16 ohms. Donc, qu'est-ce que je fais? La tension au bord du moteur, c'est la vitesse, pardon, c'est la tension de la pile, de la Q, moins la chute de tension de la résistance. Donc ça fait 3,7 moins 16 fois, alors là il faut enlever le 0,5 et le remplacer par 23. Ici. Alors, ça fait combien? Et là, il faut que je remplace le 44 par 94. Et ça fait combien ça? Donc 0,23 fois 16 à soustraire à 3,7. Alors ça, c'est quand la Q est juste et à valeur nominale. Mais si la Q est bien chargée, j'irai encore plus vite. Le maximum, c'est 4,2 sur les lipos. Donc là, je fais une estimation, mais je serai au-dessus. Vous verrez, quand on mesurera, on essaiera, vous allez voir qu'on est plus rapide que ça. 3,54. 55. Donc je multiplie ça par le rayon, et ça me fait 0,0022. Donc il fera 78 cm par seconde. Ou plus. C'est rapide. C'est assez rapide. Parce qu'en kilomètre-heure, ça doit faire...
C'est assez rapide. Ben, vous l'avez là, on n'a qu'à le tester. Hein. Je pense qu'on est c'est un peu surestimé. C'est un petit peu surestimé. Mais pas énormément non plus. Hein. Non, non. Bon, à moins qu'on ait fait une erreur quelque part. Hein. Mais enfin, l'étude, elle est là. Alors moi, j'avais besoin, pour dimensionner, j'avais besoin de ce 23 mA. Ce 23, il m'étonne ce 23, hein, quand même, il m'étonne. Tout à l'heure, j'avais trouvé moins 5. Moi, j'étais plutôt dans les 50. Il m'étonne le 23, il est un peu bas, hein, mais bon. Sur les moteurs, il y a des engrenages. Oui. La vitesse de rotation, là, qui est donnée, c'est en sortie d'arbre, oui, tout à fait. Donc, là, il est donné, c'est comme ce qu'on nous donne, c'est sortie d'arbre. Ouais. C'est en sortie d'arbre. Donc, notre vitesse de rotation, enfin, on ne la connaît pas, puisqu'il faut connaître la vitesse de multiplication pour avoir. Tout à fait. On n'a pas besoin, mais là, on n'a pas besoin. Dans le cas présent, on n'a pas besoin d'aller sur l'axe. On sait que la vitesse en sortie, pour la consommation, ça nous suffit pour le calcul. On n'a pas besoin d'aller chercher la boîte de vitesse. Non, mais après estimer la vitesse, on a besoin de la boîte de vitesse. Mais on nous donne la vitesse pas en sortie d'axe, pardon, en sortie d'arbre roue, pas moteur. En sortie d'arbre roue. Parce que sinon, 300 tours, c'est super lent. Normalement, c'est 5000, 6000 tours minute, un moteur. On est déjà réduit là. Non. Pourquoi tu veux utiliser pour le calcul de ici? Mais on a. Mais en fait, oui, mais sauf que le cas qui nous est donné ici, c'est dans la situation couple en sortie d'axe. Donc on a déjà la boîte de vitesse qui est prise en compte dès le départ. Mais sur l'inductance, il n'y a plus cette histoire. Mais je ne m'en sers pas d'inductance. C'est-à-dire le E égale K oméga. K oméga. Oui. Eh bien. Le oméga, c'est la vitesse de rotation de l'axe moteur. Non. Non. L'axe en sortie de ma boîte de vitesse directement sur la roue. Parce que le coefficient K, c'est le même, c'est celui en sortie. C'est ça, nul. On a calculé K, on a 300 Voilà. Maintenant, si je connais ma boîte de vitesse, mon jeu de démultiplication, je peux l'incorporer. Mais je vais l'incorporer d'un côté pour le retrancher de l'autre côté. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert à rien. Oui, c'est proportionnel. Donc, j'ai mon courant. Bon, peu importe le courant réel, j'ai mon courant. Donc, ce courant, eh ben, c'est ce courant qu'il va falloir que j'utilise pour piloter mon transistor. Alors, il y a quand même un truc à savoir. C'est que j'ai un courant de 23 mA. Ça, c'est quand le robot roule. Mais au démarrage, il y a un courant plus élevé. Le courant de démarrage est le courant maximal qui est donné, c'est-à-dire 160 mA, puisque au démarrage, qu'est-ce qui se passe? Le moteur est arrêté. Lorsque j'applique la tension, le moteur est arrêté. Et au moment où je l'applique, il commence à démarrer. Donc il est toujours arrêté quasiment. Ce qui fait que du point de vue du schéma électrique du moteur, la vitesse est nulle. Donc la force contre-électromotrice est nulle, ce qui veut dire que la tension est appliquée directement sur seulement la résistance. Le courant s'élève à la valeur max. Et il faut que le transistor soit capable aussi de fournir ce courant. Ce n'est pas seulement le courant en fonctionnement, c'est aussi au démarrage. Alors 160, donc il faut qu'il soit capable de fournir 160. Et après, s'il est capable de faire 160, il sera capable de faire moins. Donc moi, si je veux le faire démarrer, il est bon que je me dimensionne, par exemple, sur 160. Alors, oui. Pour éviter les surtensions, les à-coups, tout ça, il y a les condensateurs pour ça. Alors oui, on va avoir... Mais le condensateur, il va jouer un autre rôle. Ça va plus être un réservoir d'énergie lorsque la source, l'AQ, est trop loin de la charge, du besoin.
un petit peu comme le réservoir d'eau, vous savez, donc par rapport à la villa, aux appartements. Ben là, on va avoir la même chose. Le réservoir, on va le mettre à côté du besoin, à côté des moteurs, pour que ce soit lui qui fournisse l'énergie, en attendant que, en pointe, hein, le démarrage, en attendant que l'accu puisse fournir le courant de base. Et ce qui fait que, par exemple, on peut très bien avoir des accus sous-dimensionnés si on a un condensateur qui s'est chargé préalablement suffisamment pour fournir le courant de démarrage, puis après, l'accu va fournir le reste du courant, qui est beaucoup plus bas. Alors, donc nous maintenant, ben, on a, ben voilà, hein. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, il est resté en couleur, ah oui, bizarre. Bon, donc, alors maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver le transistor qui va bien. Alors moi, je vous ai donné un transistor, on va être dans la même situation, est-ce que ce transistor convient? Et en fait, on va être confronté comme ça, parce qu'on ne va pas trouver, on ne va pas regarder une liste de transistors, regardez celui qui fait pile 160, j'ai besoin en entrée, au maximum, je peux vous dire 20 milli. Non, on va regarder une famille de transistors. Donc là, c'est des transistors dits petite puissance, voire même très petite puissance, puisque on est au-dessous d'un ampère. Donc c'est des transistors tout petits, vous avez vu, hein, ces petites boîtes, petits cylindres noirs. Donc c'est des petites puissances. Et donc dans cette famille-là, la plupart des transistors répondent à cet exercice-là qui est jusqu'à 1 ampère. Alors celui-là, il faut aller chercher la documentation du transistor. Je l'ai mise sur le drive. Donc sur le drive, je vous ai mis ici, le transistor, il est là. Alors, c'est un BC635. Est-ce qu'il répond à nos besoins? Donc, voyons ici la valeur maximale qu'il peut supporter. Ça tombe bien que j'ai mis la diode de roue libre, parce que sinon, 45 volts, le moteur, il le tue. Donc, pas photo. Sinon, il faudrait prendre le 639, mais on s'approcherait trop des limites. Peut-être qu'il serait mort. Ça n'a pas de sens. De manière, il faut mettre la diode de roue libre, il n'y a pas à discuter, il faut la faut. Donc, ça, c'est les valeurs max. En courant, il est capable d'aller jusqu'à 1 ampère en continu et même des pointes jusqu'à 1,5. Bon, très bien. Je peux faire un zoom, peut-être ça vous plaira. Comment on fait un zoom? Je suis allé trop vite, non? Voilà. OK. Bon, très bien. Maintenant, je vais regarder son gain en courant. C'est ça. Le gain en courant est ici. Le gain en courant, le plus petit, c'est 25, le plus fort, c'est 250. Les conditions. Si le courant est de charge, 150 milli. Nous, justement, on a dit que c'était 160. Donc, dans le pire des cas, on peut lui mettre 150 milli. Il le supporte. Et dans ce cas-là, suivant si vous avez de la chance ou pas, vous avez un transistor qui a un coefficient de 40, alors ça, vous n'avez pas de chance, ou un coefficient de 250. Et là, c'est au petit bonheur la chance. Vous en achetez énormément. Les transistors, ça se fait par millions. J'ai travaillé chez Motorola quand j'avais 20 ans, pour gagner des sous, la nuit, et je triais des transistors. C'était des cartons pleins craqués de transistors que je versais dans une trieuse pour les séparer, parce qu'ils étaient tous accrochés. Ils étaient testés par la machine, et ils rentraient dans des bacs, suivant ce paramètre, par exemple. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier paramètre. Et en fonction de ce résultat, le marquage sur le transistor changeait. On mettait une référence ou une autre. Donc en fait, ici, les BC635 sont issus de la même fabrique. Ils passent dans un tri électrique et ils tombent dans des bacs en fonction des résultats. Et on les appelle BC635, 636, 637, 637. Vous avez compris la suite. Donc, après, ben évidemment, on ne va pas dire les 40, on va les appeler comme ça, les 41, on va les appeler comme ça, les 42, on va les appeler comme ça. Donc, après, à un moment donné, on dit, bon, entre 40 et 250, ça, c'est des 635.
Et après, ben, démerdez-vous. Parce que typiquement, c'est ça. Alors, évidemment, ça dépend aussi de votre portefeuille. Si vous avez les moyens de demander aux fabricants de vous trier personnellement les transistors, c'est ce que font beaucoup de sociétés, bon, de moins en moins, mais dans ce cas-là, vous allez avoir votre marquage à vous, perso, une identité que personne ne connaîtra parce qu'il n'y a que vous, et vous savez que ceux-là, ce sont pour vous des 635 avec ce gain-là, parce qu'ils ont été sélectionnés. Vous avez payé pour ça. La machine a été calibrée pour trier. Donc il y a eu un bac avec des gains de, par exemple, 100 piles. Nous, ils sont entre 40 et 250. Donc si on a de la chance, c'est 250. Si on n'a pas de chance, c'est 40. Essayons dans le pire des cas, puisque évidemment, on peut tomber sur le plus mauvais. Si je prends 40, je veux combien on a dit 150. 150 divisé par 40, ça fait combien? 4 mA. Est-ce que l'AOP est capable de fournir 4 mA en sortie? Oui. Donc, soit il fournira 4 mA dans le pire des cas, pour le courant max du moteur, lorsqu'il est bloqué, donc lorsqu'il demandera le couple max. Je peux répondre à ce besoin-là. Soit j'ai un gain meilleur, le moteur a déjà démarré, et donc le courant va tomber à 100 micros, et là, tout va bien, si je peux le plus, je peux le moins. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon courant de base, je l'applique dans ma formule. 4 milli. Donc 3,7 moins 0,6, ça fait 3,1. 3,1 divisé par 4 milli. Donc je divise par 4. 31 divisé par 4. 32, c'est 16, ça fait 8. Environ. Combien? 775. Oui, 8, alors 775. Moi, j'ai dit 800, comme je n'avais pas de calculatrice, j'ai dit 800 ohms, c'est ça? 800 ohms, ça n'existe pas. Je prendrai une 820 ou la valeur inférieure, une 680. Donc, je n'ai pas besoin de connaître précisément le résultat. Je peux le faire à la louche. Et ça marchera. Alors, j'ai des 1 kg, je vais mettre des 1 kg en espérant que le moteur, il va pouvoir démarrer, que le transistor, il ne va pas être à 40, il sera à 60 peut-être. Voilà. Si j'ai vraiment pas de chance, alors ça peut arriver. Hein. Il m'est arrivé sur certains robots d'étudiants, mais c'est essentiellement parce que la queue était vide, qu'il fallait pousser le robot pour le faire démarrer, et puis après, il continuait avec sa lancée, il n'avait plus besoin du courant de démarrage. D'accord? En fonction du transistor, si on a de la chance, on va démarrer plus vite. Et oui, on peut aussi démarrer plus vite. Donc là, il faut trier. Pour ce type d'exercice, ça n'a pas d'importance. Par contre, il existe des situations où c'est très important. L'exemple, c'est les amplificateurs audio. Dans ce cas-là, tous ceux qui fabriquent des amplificateurs audio, et c'est pour ça que ça coûte un petit peu cher, les modèles haut de gamme, hein, on trie, donc on achète des quantités importantes de transistors, et il y a quelqu'un qui trie les transistors pour avoir le même gain. Et là, on choisit ceux qui ont les meilleurs, mais après, il est question aussi d'avoir plusieurs transistors de même gain. Je ne vais pas rentrer en détail du fonctionnement d'un amplificateur, ça me ferait plaisir de vous en parler parce que j'adore ça, mais c'est hors propos. Mais là, effectivement, on va les trier pour obtenir la même amplification, l'alternance positive et négative du signal musical. Et si ce n'était pas le cas, il y aurait un déséquilibre et le son ne serait pas équilibré. Vous auriez plus d'un côté que de l'autre, ce ne serait pas agréable. Et ça se paye. Le fait que quelqu'un trie à la place de la machine. De toute manière, les machines maintenant chinoises, elles ne trient plus. Hein. Elles vous lancent ça, ils vous disent c'est cette famille d'utilisation et après vous triez. Et en fait, vous avez tout intérêt à trier par vous-même. Seulement, évidemment, il faut en acheter beaucoup pour espérer avoir à chaque fois 3-4, le même gain. Comme ça, ceux-là, on va les mettre ensemble pour faire cet ampli, ceux-là, on va mettre ensemble pour faire l'autre ampli. À chaque fois, il faut le mettre sur un montage pour pouvoir mesurer. Ah oui,
il faut le tester en condition. Donc on fait un montage de test proche de l'utilisation. Il faut que ce soit proche de l'utilisation. On ne peut pas faire un montage truc et puis Si relever, tout dépend encore une fois de la précision que tu veux. Si tu veux faire du haut de gamme, tu te mets pile dans la situation. Si tu veux faire du moyen de gamme, tu peux te contenter de de le tester à grande vitesse avec un montage plus simple. Le montage plus simple, c'est simple, hein. Tu prends un générateur de tension, une résistance, tu fais un montage comme ça. Tu fais ça. C'est le classique. Tu as ton transistor qui est là. Tu mets une résistance ici, tu mets un générateur ici, tu fais pareil là. Tu règles. Ici, tu mesures, tu fais la différence et tu as bêta. Tu gardes les mêmes valeurs et tu changes le transistor, tu en mets un autre. Si tu as un système automatique, ici, ce sont des ampères-mètres que tu affiches. Et après, ou même si c'est un truc numérique, il te le sort tout de suite. Et tu branches, tu testes, paf, tu prends et tu sélectionnes, Mais si tu veux être proche d'une situation particulière, par exemple pour un ampli dit de puissance de qualité, tu vas faire passer le courant qui serait celui des conditions de fonctionnement. Et pas un petit courant. Normalement, plus le courant est petit, plus le bêta va être élevé. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on ne lui demande pas beaucoup, il va avoir un grand bêta. Si vous lui demandez beaucoup, le bêta va chuter. Vous allez voir si elle y est, la caractéristique du bêta. Ce n'est pas une ligne droite. C'est théoriquement une ligne droite, mais en pratique, est-ce qu'elle y est, le bêta? Il est là. Regardez le bêta, il est là. Le bêta, il est là. Donc, quand vous restez avec des petits courants, ici, vous avez le bêta de 100. Ça, c'est ici, et ça, c'est pour le courant pour un petit courant de collecteur, bêta est proche de 100. Plus vous augmentez, vous allez vers l'ampère, et là, le bêta diminue. Donc, si on veut travailler à 1 ampère, on aura ce bêta-là. Mais on se tromperait si on le testait ici. parce que la courbe, Le bêta, vous avez compris, c'est le coefficient d'amplification. la courbe est fonction du transistor lui-même, Et à chaque fois, ça dépend du transistor. pas de la fabrication. Enfin, un peu de la fabrication, mais dans une même série, la courbe sera différente. Elle peut plonger avant ou après. Alors ça, c'est un résultat qui est donné pour une majorité des transistors qui ont été testés. C'est des statistiques. Tout à fait. Là, ce sont des gaussiennes. Tout ça, ce sont des gaussiennes. Tout. Donc, la majorité des composants vont répondre à ça. Mais certains ne répondront pas à ça. Michel ? Comment est constitué un transistor? Comment s'est constitué un transistor? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment vous expliquez ça? Il y a une matière dedans, C'est du silicium. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir un prix précis? Quand ils fabriquent, Je peux vous l'expliquer. ils savent, Alors, il faut savoir les quantités. oui, je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer. La recette est pour faire une transistor suivante. Alors, pour faire un transistor, comment on fait? On prend du sable. On le purifie. Ça devient du silicium, puisque le sable, c'est la silice. Donc, on le purifie. Donc, le sable, c'est du silicium sale, avec des impuretés. Donc, on le chauffe. Et en faisant ça, on nettoie, on le purifie. Mais on est incapable de le purifier à 100%. Donc, on va le purifier à 99,9999999. On peut aller très très loin. Le problème, c'est que quand le transistor est tout petit, là, on arrive à avoir peu d'impuretés parce que la quantité est petite. Mais quand il y a un gros transistor, de la forte puissance, là, il y a un autre problème. C'est qu'on n'arrive pas à enlever toutes les impuretés. C'est pas pareil. La plupart des transistors sont issus de lingots, c'est comme ça qu'on appelle la transformation du sable en silicium. C'est un lingot, c'est un cylindre qui est à peu près de cette taille-là.
Il y en a des un peu plus grands, mais maintenant on fait des tout petits parce qu'on arrive à faire des trucs vraiment, vraiment minuscules. Donc c'est à peu près ça. Et ça, par exemple, pour le transistor de TGV, c'est déjà le transistor, il fait ça. Alors que normalement, un transistor, c'est à peine visible, quoi. Vraiment. Donc, plus c'est grand, moins on peut enlever les impuretés. À tel point que, en fait, en pratique, les impuretés qui restent vont définir la nature du fonctionnement. Ce n'est pas la pureté du composant qui définit son fonctionnement, c'est notre capacité à enlever les impuretés. Et si le composant est petit, il y en a moins. C'est normal. On les compte. Grand, beaucoup. Si vous réduisez, pour la même pureté, vous en avez moins. Voilà, c'est juste cette base-là. Ce qui fait qu'il va y avoir des différences. Alors après, comment c'est fait? Une fois qu'on a, c'est plus compliqué, mais une fois qu'on a notre silice, je vais vous montrer en tranches. Là, normalement, vu de dessus, c'est comme ça. Alors, plus exactement, c'est des petits carrés, hein, mais bon. C'est du silicium. Tout ça, c'est du silicium. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors là, je vais vous faire de la chimie, de la physique des semi-conducteurs et avec un peu de chimie. Vous en avez envie? Et non, les enfants, ils ne veulent pas. Alors, ce que je fais, c'est que je vais injecter volontairement, je vais bombarder ou injecter, ça dépend, une autre catégorie d'atomes proche de l'atome de silicium qui a des capacités à soit libérer des électrons, soit recevoir et capter des électrons. Le silicium, dans sa forme standard, il est neutre, il est quasiment isolant. Il est stable. Donc les électrons peuvent se balader, mais naturellement, ils ne laissent pas passer des électrons. Alors, le mot semi-conducteur vient du fait qu'ils sont conducteurs ou pas conducteurs, isolants ou conducteurs. Le transistor est parfois, quand il est arrêté, isolant, et puis parfois, il est commandé, il est passant. Donc il est conducteur. Donc semi-conducteur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais bombarder avec des lasers, avec différents types. Je vais bombarder avec une catégorie d'atomes. Par exemple, si je veux avoir des atomes qui sont capables de libérer beaucoup d'électrons. Donc je vais déposer une couche ici qui va s'agglomérer avec le silicium, une couche avec des atomes qui vont libérer des électrons. Mais enfin, c'est de basique, parce qu'en fait, c'est pas juste une petite couche, ça va se mélanger avec ça. Mais au final, ça fait une petite couche. Ensuite, si je veux être précis, je peux précisément ici mettre un masque optique, cacher certaines zones et bombarder avec une autre catégorie. Des atomes qui, au lieu d'être capables de libérer, sont capables d'absorber. Je vais les mettre ici. Donc là, j'aurai des atomes qui sont capables de libérer, on leur donne une lettre, on dit que c'est des types N, négatifs capables de libérer un électron, et les autres capables d'absorber, ce sont des types P. Je viens de créer une diode. NP, là, il y a des atomes qui peuvent des électrons qui peuvent se balader, et là, il y a du P. Donc, ils peuvent aller là. Et si moi, en même temps, j'apporte une source d'énergie par l'extérieur, une pompe à électrons, une pile, alors je vais avoir un phénomène, effectivement, qui va se faire. Je vais alimenter et je vais propager et je vais avoir ce phénomène-là qui va se passer. Le transistor, il faut que je rajoute ici encore un N. Et ça me fait les fameuses 2 diodes. Et si cette zone-là est minuscule, alors j'ai l'effet transistor. Au lieu d'avoir 2 diodes, j'ai l'effet transistor. Un transistor, c'est 2 diodes constituées comme ça, dont le milieu est très petit,
très 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 petit. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Hein? Oui, c'est ça. C'est un sandwich. Le transistor est un sandwich constitué d'atomes qui peuvent donner des électrons et d'atomes qui peuvent accueillir des électrons. Donc des types N et des types P. Et justement, ça donne la structure. On a les transistors type NPN et PNP. Ce sont deux transistors qui ont des caractéristiques identiques, mais dont les courants sont inversés. Et on s'en sert ensemble pour faire des montages. Par exemple, dans un pont en H, il nous faut les deux. Il faut des NPN et PNP. Alors là, alors ça, c'est la version basique. Les transistors modernes sont des versions améliorées de ça. Ce sont des MOSFET. C'est une autre techno plus efficace. Ça, c'est l'ancienne techno. C'est celle qu'on va utiliser là, qui marche très bien. Hein. Mais maintenant, on utilise une catégorie. Ça, c'est des NPN. Et maintenant, moi, j'utilise quasiment que des dernières versions. Non, c'est encore plus petit. Ils sont encore plus petits. Non, ce n'est pas une question de plat. Dans nos ordinateurs, tout ça, ce n'est que les nouvelles versions. Il n'y a plus de NPN dans les ordinateurs, dans les téléphones, tout ça. Ce n'est que des MOSFET. C'est que des dernières versions. Elles sont plus petites. Peut-être je vous expliquerai un jour comment ça fonctionne. Mais sachez que c'est plus petit. Et c'est pour ça qu'il existe des téléphones portables, des ordinateurs. C'est parce qu'on a évolué vers la technologie MOSFET et qu'on n'est pas resté sur du bipolaire. Les NPN, j'ai dit bipolaire, pardon, bipolaire. C'est une techno qui ne permet pas de miniaturiser. Ça va? Pour ce soir, ça ira? Hein?